Au sommaire de ce journal, les autorités maliennes ont distribué 800 tonnes de riz aux populations vulnérables de la région de Ménaka. Cette initiative, saluée par la société civile, vise à soutenir les communautés affectées par l'insécurité alimentaire. Ce 24 mars marque la journée mondiale de lutte contre la tuberculose sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir concrètement ». L'objectif est d'éradiquer cette maladie infectieuse meurtrière dans les prochaines années. Pour en parler, je suis avec l'invité de ce journal, le professeur Yacouba Toloba. Le Sénégal célèbre la première année du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Cette période a été marquée par des réformes institutionnelles majeures, notamment dans le secteur agricole et le développement rural. Un bilan détaillé dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans un élan de solidarité en faveur des populations vulnérables de la région de Ménaka, les autorités ont mis à disposition 800 tonnes de riz, un acte salué par la société civile. Djeneba Samaki. Après l'acheminement de 40 tonnes de riz à Ménaka en novembre 2024 par les forces armées maliennes, les autorités viennent de mettre à la disposition du gouverneur de la région 800 tonnes de riz d'une valeur de 720 millions de francs CFA en faveur des populations vulnérables. De plus, au cours de l'année 2025, une dotation supplémentaire de 200 tonnes de riz est prévue, portant l'aide alimentaire totale à 1000 tonnes. Cette assistance intervient à un moment crucial en ces mois bénis de Ramadan où les besoins alimentaires se font particulièrement ressentir. Le défi vraiment est grand. Par rapport à l'action que l'État vient de faire de 800 tonnes. Et je pense que l'État vraiment a fait un acte salutaire qui va toucher quand même une majorité des populations, mais le reste quand même, le besoin est grand. En apportant ces soutiens, les autorités aspirent à alléger les souffrances des communautés affectées par l'insécurité et les difficultés économiques. Cependant, il est minime par rapport aux besoins des populations de la ville, selon le président de la société civile. Mais ce ne serait pas du tout suffisant, mais quand même ça va soulager beaucoup une majeure partie de la population. Parce que vraiment la crise a trop impacté les populations à Ménaka, il n'y a pas d'activité d'agriculture, rien. Pour ce faire, le besoin est plus grand que les 800 tonnes. Parce que, comme vous le savez, toutes les communes, tous les cercles de Ménaka sont dans la commune urbaine ici. L'insécurité a fait que personne ne mène des activités dans lesquelles il va quand même se procurer quelque chose. Et nous souhaitons d'autres actions encore. Ces dons ont été acheminés dans un contexte d'insécurité toujours persistante. En effet, 2 membres du mouvement pour le salut de l'Azawad ont été tués samedi après que leur moto a heurté un engin explosif improvisé près de la localité d'Indelimane sur l'axe Ansongo-Menanka, selon un communiqué du MSA. Ils participaient à l'escorte sécurisant les convois de vivres destinés à la ville de Menanka, ajoute-t-il. Le monde célèbre chaque 24 mars à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir concrètement. C'est le thème pour l'édition 2025. L'objectif est d'en finir complètement avec cette maladie infectieuse, la plus meurtrière, dans les prochaines années. Et pour parler des progrès de lutte contre la maladie au Mali, je reçois sur ce plateau le professeur Yacouba Toloba, professeur titulaire du CAMES en pneumologie, chef de service de pneumologie CHU du Point G. Il est expert auprès de l'OMS pour la tuberculose multirésistante. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, quel est le taux de succès thérapeutique observé en 2025? Alors, le succès thérapeutique au niveau national, et on ne peut pas faire... voir l'issue du traitement en 2025, mais nous allons nous projeter sur 2024 que nous avons les rapports annuels et nous avons le taux de succès qui avoisine les 83%. Alors, le bilan après 2024, puisque 2024, le thème était « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Quel bilan peut-on faire? Ok, par rapport à la tuberculose, permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier quand même la TM1 et aussi les départements dont nous travaillons. Et par rapport au bilan,
Et vous avez vu, la tuberculose, on l'a découvert depuis plus de 100 ans. Et depuis plus de 50 ans, nous avons des médicaments qui sont efficaces pour agir. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à éradiquer la tuberculose. Pourquoi? Voilà un grand questionnement qu'on se pose. Il y a quand même des progrès notoires par rapport à la tuberculose, puisque nous nous sommes donné des échéances. À l'horizon 2030-2035, nous voudrons éradiquer la tuberculose. Donc aujourd'hui, la pente est bonne. Je pense qu'en termes de bilan, bien qu'on a des taux de notification qui montent en crescendo et des taux de détection autour de 73%. Ça veut dire que nous avons détecté au moins 73% des cas attendus et nous traitons à peu près les 90% des cas de tuberculose. Donc voilà un peu les bilans et les succès thérapeutiques satisfaisants. Est-ce dû à la gratuité des soins? Effectivement, qui dit la lutte anti-tuberculose depuis 1995, et on a quand même au niveau mondial, il y a eu des rencontres, notamment en 2018, et la gratuité de la tuberculose, non seulement pour le diagnostic de la tuberculose, et pour le traitement et le suivi, tout est gratuit. Tout est gratuit quelque part. Peut-être il y a des contribuables qui le payent, mais au niveau national et sur toute l'étendue du territoire, le diagnostic est gratuit, le traitement est gratuit. Même s'il y a des cas où nous devons hospitaliser les malades, l'hospitalisation est gratuite. Alors, qu'en est-il des soins gratuits au niveau des zones rurales? Au niveau des zones rurales, nous avons décentralisé la prise en charge de la tuberculose dans chaque zone de l'OMS, notamment au Mali, et la prise en charge est décentralisée. Une fois diagnostiqué, il faut être plus proche de la communauté la plus possible pour pouvoir avoir accès aux malades, que les malades aussi aient accès aux soins. De ces faits, après les diagnostics, par exemple, quand nous prenons le cas de Bamako, si nous diagnostiquons la tuberculose au niveau du point G, dans mon service, nous les renvoyons dans les CCRF dont il est issu, et les CCRF l'envoient dans les CSCOM, donc les médicaments sont disponibles par rapport jusqu'au plus proche du malade. Et maintenant, la nouveauté est que la communauté est impliquée. C'est ce qu'on appelle des relais communautaires. Et ces relais communautaires aident aussi dans la lutte anti-tuberculose. J'allais en venir justement. Qu'en est-il de la sensibilisation au niveau de la population? Parce que les malades sont quand même victimes de marginalisation parfois. Effectivement, les malades sont victimes de marginalisation parce que c'est une maladie contagieuse et entre guillemets, on pense que c'est une maladie de la pauvreté, une maladie des personnes orphelines. Donc, cette maladie quand même fait indexer ces malades qui ont la tuberculose. Donc il faudrait vraiment une sensibilisation au sein de la tuberculose, au sein de la communauté, et ceci aussi dans le cadre du partenariat public-privé et mixte. Les ONG en font partie, et la structure qui coordonne toutes ces activités est la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales. Alors, quelles sont les priorités et perspectives pour renforcer la lutte contre la tuberculose dans les prochaines années? Dans les prochaines années, nous avons dit que nous pourrons éradiquer la tuberculose à l'horizon 2030. 2030-2035, c'est demain. Donc l'espoir est permis et nous pouvons le faire parce qu'aujourd'hui, le monde médical dans le cas de la tuberculose est outillé. Et pour pouvoir traiter, éradiquer, il faut diagnostiquer. Aujourd'hui, il y a des outils très performants qui nous permettent de diagnostiquer la maladie qui auparavant, les diagnostics prenaient 24-48 heures. Et maintenant, en 4 heures de temps, on peut avoir les diagnostics et traiter les malades. Et ce sont ces machines qu'on a mis en place dans les pays. Au Mali, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons près de 70 machines GeneXpert qui permettent non seulement de diagnostiquer et voir aussi la résistance à certaines molécules. Donc, ces diagnostics faits, les traitements est disponible. Les médicaments sont disponibles et qui nous permettent aussi de mettre à disposition des agents de la santé qui donnent les médicaments aux malades. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci.
Ce journal se poursuit. L'opération Sungalo Solidarité se poursuit toujours. Ce samedi 24 mars, une rupture collective s'est tenue à Sotiba, en commune 1 du district de Bamako, en présence de certains membres du gouvernement. Asetoumani Koulibaly. L'objectif de Sungalo Solidarité depuis sa mise en place par les autorités de la transition en 2024 est de soulager les populations en cette période de crise énergétique et économique qu'elles rencontrent. Démarré depuis le début du mois de Ramadan, le 2 mars, plusieurs activités couplées à la rupture collective ont déjà été organisées, telles que des consultations gratuites, des dons de vivres ou encore des causeries débats. Une d'ailleurs était à l'ordre du jour ce samedi 22 mars avec le ministre des Affaires étrangères et celui des Maliens établis à l'extérieur. Le but était de partager un moment de communion. Saisir cette occasion pour renforcer l'union, le partage, la solidarité en toutes les couches, sans discrimination de notre commune et du Mali, pour que nous puissions ensemble rompre le jeûne, renforcer notre communion. Le mois de Ramadan que Dieu nous a donné l'occasion de vivre cette année et aussi de compléter cette journée, nous souhaitons puisse aussi être l'occasion pour amener l'union, la paix, la tranquillité dans notre pays, mais aussi entre toutes les religions du Mali. Parce qu'au moment où nous nous sommes engagés dans le mois de Ramadan, nos frères et sœurs chrétiens aussi observent le carême chrétien. Pour les populations, l'initiative est salutaire et à remercier. Le mois de Ramadan coïncide en effet avec celui du carême chrétien, une occasion de renouveler l'appui du gouvernement auprès du peuple malien, à en croire les autorités. À noter que cette deuxième édition de l'opération Sungalo Solidarité sera close à la fin du Ramadan avec comme dernière ligne droite une remise de vêtements aux plus défavorisés. Vendredi au Niger, des membres présumés de l'IGS ont attaqué le village de Fambita, situé dans la région de Tillabéri, alors que les fidèles s'étaient rassemblés pour la grande prière. Ils ont ouvert le feu sur les civils. 44 parmi eux ont trouvé la mort et 13 autres blessés. Les explications avec Soumaïla Fani. Au Niger, le 21 mars vers 14h, alors que les fidèles musulmans de Fambita accomplissaient la prière du vendredi, les terroristes de l'État islamique au Sahara lourdement armés ont encerclé la mosquée. Ils ont ouvert le feu, tuant 44 personnes et en blessant 13 autres selon un communiqué du ministère de l'Intérieur lu à la télévision d'État. Les assaillants ont également incendié le marché et les habitations au cours de leur repli, a-t-il ajouté. Un deuil national de 72 heures a été annoncé et s'achève ce lundi 24 mars. Fambita est situé dans le département de Terra, la région de Tillabéri, plus largement dans la zone dite des trois frontières aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Un territoire devenu un repère pour les terroristes affiliés à l'État islamique et Al-Qaïda. La région de Terra, elle, est un point de passage obligé pour des milliers de camions de marchandises provenant du port de Lomé via le nord du Burkina Faso pour ravitailler le Niger. En décembre, 21 civils avaient été tués dans l'attaque d'un convoi de marchandises dans cette zone. Le Niger, vaste pays sahélien, est régulièrement confronté aux violences de groupes armés liés à Al-Qaïda et l'État islamique dans son sud-ouest près du Burkina Faso et du Mali, et à celle de Boko Haram et de sa bande dissidente Iswap dans son sud-est près de la frontière nigériane. Depuis juillet 2023, date à laquelle les militaires ont pris le pouvoir, selon l'ONG ACLED, au moins 2400 personnes ont été tuées dans ce pays. Et quant au dernier indice mondial de terrorisme publié début mars, le Niger, le Mali et le Burkina Faso continuent depuis 2017 d'être parmi les 10 pays les plus touchés par le terrorisme de manière constante. Sur 7555 décès dus au terrorisme dans le monde en 2024, 3855 ont été enregistrés au Sahel, soit 51%, et fait de cette région d'Afrique l'épicentre du terrorisme pour la deuxième année consécutive.
Le Sénégal célèbre ce 24 mars la première année du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, une année marquée par d'importantes réformes institutionnelles. Un an de la présidence de Bassirou Diomaye Faye, quel bilan? C'est un récit signé Aminata Keïta. Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye remportait les élections présidentielles au Sénégal dès le premier tour avec 54,28% des voix. Un an jour pour jour, courant laquelle le candidat désigné par Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, a redéfini les orientations économiques, sociales et diplomatiques du Sénégal. Sur le plan des réformes, le président Faye a lancé un ambitieux processus de modernisation et de réforme judiciaire ayant conduit à l'activation du pôle judiciaire financier avec un bilan de 91 dossiers déjà traités, dont 87 transmis au juge d'instruction, 162 arrestations effectuées et plus de 2,5 milliards de francs CFA saisis. Sur le plan diplomatique, la politique étrangère de Bassirou Diomaye Faye se caractérise par un engagement panafricain affirmé, réservant ses premiers déplacements à ses voisins directs, la Mauritanie et la Gambie. Le président sénégalais plaide pour la stabilité régionale dans un contexte marqué par le retrait du Mali, du Niger et du Burkina de la CEDEAO, désormais réunis dans l'Alliance des États du Sahel. L'un des tournants majeurs du régime a été l'entrée effective du Sénégal dans le cercle des pays producteurs de pétrole avec l'extraction le 11 juin 2024 des premières gouttes de pétrole du champ offshore Sangomar au large de Dakar. Ce projet a produit 2,70 milliards de barils de pétrole brut en février 2025 selon le ministère du Pétrole. Le 14 octobre 2024, le président Faye a lancé le plan Sénégal 2050, agenda national de transformation. Il s'agit d'une feuille de route qui s'articule autour de 4 axes et fixe des objectifs ambitieux comme tripler le revenu par habitant d'ici 2050 et maintenir une croissance annuelle de 6 à 7%. En novembre 2024, le PASTEF a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale qui était un enjeu crucial pour arriver au bout des promesses électorales. Sur le plan économique, le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye a pris plusieurs mesures dont l'ouverture le 31 décembre 2024 du premier puits de gaz naturel du projet Grande Tortue à Imeyin, l'une des plus importantes découvertes gazières en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. Si des avancées significatives ont été réalisées dans plusieurs secteurs clés, notamment l'énergie et l'accès à l'eau, les défis majeurs demeurent. En effet, selon un rapport de la Cour des comptes rendu public le 12 février, la dette sénégalaise représente près de 100% du PIB fin 2023 et le déficit budgétaire est estimé à 12,3%. Ainsi, selon les sources locales, les Sénégalais attendent encore plus du régime Faye-Sonko, autant sur le plan économique que social, afin de concrétiser la vision de transformation promise lors de la campagne électorale. Et on termine avec le sport. Les Aigles du Mali partagent une fois de plus les points avec la République centrafricaine en qualification pour le Mondial 2026. Cet après-midi, Yves Bissouma et ses coéquipiers n'ont pas fait mieux qu'un nul à Casa au Maroc où ils disputaient la manche retour contre la RCA. Cette contre-performance a des incidences sur le classement puisque les Maliens comptent désormais 9 points et donnent la possibilité à leurs adversaires directs, les Malgaches et les Ghanéens, de prendre le large. D'ailleurs, les deux équipes s'affrontent actuellement pour la première place. Actuellement, troisième, les Aigles pourraient voir les Comores passer devant s'ils s'imposent demain contre le Tchad. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition d'information. Voilà qui met un terme à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous et à demain.